amoureux de la conservation de la nature. Et c'est notre vie et on essaie de faire le nécessaire pour la protection de la biodiversité. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de la lutte contre le braconnage et gestion des ressources naturelles en conflit armé. Comme Laetitia le disait, je me nomme Baat Luko Emmanuel. Je suis né dans un village du territoire de Massissi, à province du Nord Kivu, à la République démocratique du Congo. Je suis marié à Madame Clara et père de deux enfants. Et je suis l'aîné d'une famille de sept enfants, dont deux filles et sept garçons. Hormis ça, je suis le conservateur de la nature au parc national de Virunga, basé à Rumangabo. Où là, j'ai en charge la gestion du secteur sud du parc national de Virunga. Je suis aussi le président fondateur d'une école de football qui encadre qui encadre le jeune riverain dans le cadre de le préserver contre les antivalaires, d'abord liés à la destruction de la biodiversité, aussi d'autres antivalaires de la société. Voilà. Comme on l'a dit, comme introduction, à l'heure actuelle, la conservation in situ et ex situ fait face à des défis énormes. Les contextes socio-économiques, politiques, depuis plusieurs décennies, a défavorisé une forte pression sur les ressources humaines, comme vous pouvez tous le constater. La résurgence de l'insécurité liée à la présence de groupes armés autour et dans les aires protégées est généralement la base du braconnage sous toutes ses formes. L'occupation des terres à l'intérieur de l'humidité, l'habitation, l'agriculture, le pâturage, le déplacement massif des populations, voire l'utilisation généralisée des communautés riveraines des aires protégées sont vraiment à la base de la destruction de nos aires protégées actuellement. Comme vous pouvez le constater sur ces images là-bas, tout ce facteur, vous voyez l'exploitation des ressources naturelles, il y a le minerai, il y a l'exploitation de bois, il y a le braconnage, il y a la pêche illicite. Tout cela, tout cela est une base de la destruction massive de nos écosystèmes naturels. Dans les contextes actuels, comme vous pouvez les constater, la RDC, de l'ICCN qui est en charge de la gestion des aires protégées au niveau de la République, a des sérieux problèmes de la gestion des aires protégées. Surtout, c'est lié en grande partie à la politique régionale. Comme vous pouvez le savoir, le savoir, c'est depuis l'avènement de l'AFDEL, où il y a eu plusieurs groupes armés qui sont arrivés en RDC, et ces groupes armés, fort malheureusement, se sont installés en grande majorité dans les aires protégées. Et là, comme ils n'ont pas d'autres moyens de survivre à leurs besoins, ils se sont maintenant mis à l'exploitation illégale des aires protégées. Ils se sont mis à la chasse, à la chasse des grands mammifères, au trafic de grands mammifères et aussi à la pêche illicite, qui, fort malheureusement, cause d'énormes dégâts sur la gestion de ces ressources naturelles. Et voilà, aujourd'hui, par rapport à tout ça, le paix de perdre du personnel, qui, il y a cette volonté de travailler pour protéger le paix d'écosystèmes, paix d'habitat qui reste, sont aussi boutés à tout ce problème, à tout ce problème. On arrive maintenant à voir maintenant le nombre d'éco-gardes tués. Il y a d'autres qui démissionnent parce que l'insécurité pose beaucoup de problèmes. Voilà un peu le facteur qui constitue la cause de la destruction totale de nos terres protégées. Alors là, on va un peu parler de quelques définitions, de quelques concepts. On va un peu parler de la conservation in situ, qui consiste à préserver les espèces dans leur milieu naturel. Donc, on peut directement parler du parc national de Virunga,
parce que c'est une aire protégée qui a un statut mondialement connu où les animaux sont protégés intégralement dans leur habitat naturel. Et on peut parler aussi là de la conservation ex situ, qui consiste bien sûr à préserver les espèces en dehors de leur milieu naturel, dont on peut parler déjà des zoos. Par exemple, à Kinshasa, nous avons un zoo et il y a d'autres pays comme au Kenya ou au Burundi où on peut voir des zoos naturelles. Voilà, cela c'est un peu. On parle aussi du braconnage qui fait souvent du gibier ou des activités illégales dans les zones protégées pour l'habitant des espèces. On parle aussi, on va parler aussi des ressources naturelles. Les ressources naturelles, ressources de matière, d'énergie accessibles économiquement dans l'environnement naturel sous forme primaire avant leur transformation par l'activité humaine. On va aussi parler de la gestion, qui selon le dictionnaire français Larousse, c'est l'action de gérer, d'administrer, de diriger, d'organiser quelque chose. On va aussi parler du conflit armé, qui est un combat entre deux ou plusieurs puissances qui se disputent un droit. Alors, on va un peu expliquer les ressources naturelles. Comme vous pouvez le voir aussi l'image, les ressources naturelles actuellement, voilà. Si ces images dont j'expliquais les ressources naturelles, la première image, c'est un éléphant tué et qui est une source de braconnage. À droite, c'est des camions qui portent des fruits qui viennent du parc. Ça, ce sont des braises qui viennent dans l'exploitation des ressources du parc. Un peu en bas, ici, vous allez voir, c'est ça, c'est le sillage. Et c'est une photo vraiment récente, c'est une photo qui date de 3 4 mois où les groupes armés ou déjà assimilés aux groupes armés, entrent dans les parcs. Si c'est dans l'habitant des gorilles et des mékénos, il faut le sillage. Ils détruisent l'habitant des gorilles. Un peu à gauche là-bas, c'est toujours dans la même zone, c'est l'exploitation de braises. Et tous ces braises qui quittent là-bas, ce sont des braises qui vont dans d'autres grandes villes comme Goma, Bukavu, Gisenyi, un peu aussi Kampala. Et les planches qui quittent maintenant des parcs, ce sont des planches qui construisent des maisons, fort malheureusement, des maisons dans la ville de Goma et d'autres villes environnantes. Pour essayer d'adoucir ou de trouver la solution au problème que je venais de citer là-haut, il y a la mise maintenant en application de la loi et la sensibilisation des groupes armés sur la loi de la conservation de la nature dans les aires protégées. Alors, on va vite savoir que ce n'est pas un travail facile d'abord parce que les groupes armés, comme vous le savez, ils sont tellement armés, ils sont armés et ce sont déjà qui sont vraiment qui se gèrent, ils sont gérés par leurs entités. C'est difficile d'aller les expliquer le pourquoi de la conservation. C'est difficile de les expliquer l'importance des aires protégées. Alors, pour parler à tout ça, il y a une loi qui existe depuis longtemps en RDC qui interdit l'exploitation de tout ça. Et fort malheureusement, nous avons difficile, nous avons difficile à mettre en application cette loi. Alors, pour essayer d'aider ou d'approcher ces gens-là, il y a des mécanismes pour approcher ces personnes. C'est vrai, il y a déjà des jeunes qui quittent ces groupes armés. C'est le système de DDRRR, des jeunes qui comprennent, après la sensibilisation, ils quittent les groupes armés et ils viennent, ils sont un peu gérés par quelques activités créées par les parcs, parce que la plupart vont dans les parcs, c'est leurs explications, c'est par manque d'abord de moyens. Ça, c'est pour les groupes armés locaux. Et pour les groupes armés internationaux, ça, c'est déjà un contexte un peu compliqué. C'est quelque chose qui est lié à la politique régionale. Et donc, ce sont des choses qui sont maintenant au-delà des capacités des gestionnaires
du parc national de Virunga. Aussi comme je l'ai dit tantôt, pour essayer de protéger le pays d'habitat qui nous reste, on essaye de réunir des moyens. Ici, nous utilisons les systèmes d'information géographique et de télédétection pour nous aider à protéger le pays d'habitat qui nous reste. Ces deux systèmes nous permettent à savoir d'abord les étendues envahies par les populations, envahies par ces groupes armés. Et euh, ça nous donne l'idée d'avoir de stratégies et voir comment mettre déjà de- d'avoir des stratégies à mettre en place pour essayer de protéger le paix qu'il y a. Comme vous pouvez le voir sur la première image, ce sont des éco-gardes qui sont en patrouille et qui sont aidés par un drone qui est au-dessus. Donc, les drones avancent, leur donne déjà l'idée de ce qu'il y a de vailler si, comme vous le savez, on travaille dans des zones un peu où il y a des groupes armés. Si les images que donne le drone disent que non, non, là-bas, devant vous, il y a un danger permanent. Donc, on ne saura pas envoyer les éléments dans une gueule de loup. Et du coup, là, on change d'itinéraire pour protéger le personnel. Comme vous le savez, il y a pas la conservation qui va aller à la vie humaine. La deuxième image, c'est l'image d'un éco-garde qui est chargé de biomonitoring, le suivi des espèces. Il est là en train de mettre sur papier les coordonnées recueillies sur le terrain par des éléments. Après tout ça, lui, il va maintenant aller mettre les coordonnées ensemble et faire une cartographie et nous dire déjà dans telle zone, l'envahissement a diminué à un tel point ou l'envahissement a avancé à un tel point. Il va nous dire, dans cette zone, nous avons autant d'espèces observées à partir des traces qui sont récentes, à partir des traces qui sont anciennes. Voilà un peu là où la modernisation, où la technologie a un grand rôle dans la, la conservation de la nature. Des fois aussi, on utilise les Google Earth. Google Earth nous aide aussi à savoir le degré d'envahissement dans des zones où on ne contrôle pas. Parce qu'il y a pas mal contrôlé par des groupes armés et on essaie d'utiliser les moyens de bord qu'il y a. Voilà. Ici, on parle du renforcement de gestion des participatifs du parc. Alors, comme on le dit, la conservation participative est la meilleure conservation. Voilà, c'est la meilleure conservation pour bien protéger les ressources naturelles. Comme vous pouvez le savoir, les communautés restent le premier protectrice de la conservation. C'est difficile d'avoir une gestion, ça, les rapports. C'est pourquoi, comme vous voyez sur l'image là, c'est une sensibilisation. On est en train de sensibiliser les populations sur la gestion de l'habitant des gorilles dans les Mykénos et aussi la gestion de la clôture électrique. Parce que cette clôture électrique joue un grand rôle sur la vie, non seulement du parc, et sur la vie de la population. Comme vous pouvez le savoir, dans les parcs, il y a des animaux. Et des fois, il y a des animaux, pas des fois, en fait, d'habitude, s'il n'y a pas de mesures contenantes pour protéger ces animaux contre l'envahissement de la population. Les animaux quittent le parc pour aller détruire les cultures de la population. Allez, pour une mesure, pour une gestion durable de ces conflits-là, la clôture électrique était, était vraiment la meilleure solution. Alors ici, on était en train de leur montrer l'importance, leur rôle à jouer dans la conservation de la nature et l'avenir. L'avenir viendra d'où l'avenir de leurs enfants dans la gestion
de ce parc ou de l'habitant qui est à qui se trouve dans leur environnement. Je le disais tantôt, et toujours là-bas sur les images, il est donc nécessaire d'accroître l'application de la population du riveraine autochtone dans le maintien de l'intégrité des aires protégées. C'est comme je venais tantôt de le dire. La population reste l'actrice, motrice de la conservation et du développement. Voilà pourquoi partout où nous passons, on continue toujours de prêcher cette conservation communautaire, cette conservation participative. Montrer à la population son rôle, montrer à la population ce qu'elle doit faire pour protéger le parc. Parce que c'est vrai, il y a pas la conservation qui va à la vie humaine, mais il n'y aura pas non plus de vie sans la conservation. Donc, on essaye de montrer à la population tout ça pour que ces aires protégées soient vraiment protégées avec beaucoup de force. Et renforcer la gestion participative du parc. On voit avec les images ici, il y a la première image, c'est quelqu'un qui est cagoulé avec une arme lourde, derrière lui d'autres armes, et en bas, des ivoires. Donc, c'est pour vous dire que ces armes, la présence des armes dans les parcs constitue vraiment un très, très, très grand danger dans l'avenir de la conservation. Comme vous pouvez le savoir, aujourd'hui, dans la province du Nord Kivu, c'est vraiment une zone déjà un peu compliquée. Il y a beaucoup d'armes déjà qui circulent là-bas. Et donc, c'est difficile pour nous déjà de dire combien d'armes se trouvent dans les parcs, combien d'éléphants sont tués chaque semaine, combien d'hippopotames sont tués chaque semaine. Et que donc, la présence vraiment des armes dans ce parc est vraiment un danger permanent pour la conservation, cause pour laquelle les autorités politiques ou d'autres groupes peuvent sensibiliser ou au gouvernement concerné à faire ces groupes armés dans les parcs. Parce que si on ne fait rien, si vraiment on ne fait rien, dans 5 ans, on ne parlera plus de l'EFA, on ne parlera plus d'hippopotame parce que les pointes de ces animaux sont recherchées avec les gens qui fabriquent pas mal de matière. Et donc, c'est vraiment un danger. Et ceci doit vraiment interpeller, tout le monde doit interpeller les organisations internationales ou les gouvernements concernés pour mettre un point vraiment à cette situation qui est catastrophique. Forcer, ici, comme vous pouvez le voir, comme je venais de le dire, les organisations jouent un grand rôle dans la protection de l'environnement. Si vous imaginez toutes ces organisations qui sont devant vous ici, prenez acte de créer au gouvernement de pays concernés, qu'ils mettent un point final à la présence de tous ces groupes armés. Vous imaginez la force qu'il y aura. Et aussi, à part ça, il y a la protection des gens qui protègent l'environnement. Aujourd'hui, par exemple, chez nous au Nord Kivu, pas seulement au Nord Kivu, mais à l'est de la RDC, les, les gens qui protègent ou les défenseurs de l'environnement sont sont victimes de la présence de tous ces groupes armés et aussi d'une mauvaise manière, d'une mauvaise politique de la zone. Alors, si ces organisations se mettaient à écrire, se mettaient à renforcer les lois qui protègent, la conservation, ça sera vraiment quelque chose d'important et les parcs d'Afrique seront vraiment protégés et pour l'intérêt de communautés de l'avenir, de futures générations. Ces images ici, c'est d'accroître l'éducation environnementale et la sensibilisation des parents. Comme vous pouvez voir ici, vous pouvez le voir, ce sont de jeunes enfants, de jeunes écoliers devant les acteurs de l'environnement du parc national de Virunga.
Comme je le dis, on essaie de travailler sur une sensibilisation de la jeunesse pour la protection des aires protégées. Dans la plupart des gens, on ne pense qu'à sensibiliser les, les grandes personnes, les personnes adultes. C'est vrai, il y a ceux qui comprennent et savent déjà comment on peut protéger le parc ou d'autres espaces protégés. Mais pour les camps des enfants, c'est vraiment compliqué. Un enfant, quand il comprend, c'est pour toute la vie. Alors, on a oublié la sensibilisation des enfants. Et c'est pourquoi nous, on s'est dit, on va essayer de partir à sensibiliser les enfants à, à partir de tous les moyens. Ici, on le fait avec sensibilisation, l'éducation environnementale avec les jeunes écoliers. On fait des séances de théâtre pour sensibiliser les enfants à travers le message de certains comédiens. Et aussi, on a essayé d'entrer en profondeur en sensibilisant les jeunes enfants à concilier les activités sportives à la conservation de la nature. Et là, on a pris le football parce qu'on se dit, si on arrivait à encadrer au moins 80 ou 50, d'abord 50% de tous ces jeunes, parce que, comme vous pouvez le constater, ce sont des gènes qui sont utilisés pas pour la destruction de l'environnement. Si vous entrez dans un parc, vous allez voir que ce sont des gènes qui sont utilisés pour aller faire au niveau. Ce sont des gènes qui sont utilisés pour aller faire la pêche illicite. Ce sont des gènes qui sont utilisés pour aller dans les groupes armés et aller tirer sur les animaux. Alors moi, je me suis dit, si on prenait déjà ces enfants à les soins. Ici, j'ai parlé du développement durable qui est aussi une des stratégies afin de protéger le parc. J'ai envie de renforcer l'implication de la communauté riveraine à la gestion des aires protégées. Il est urgent d'envisager et accentuer les projets d'urgence d'aide au développement et au bénéfice de la population locale. Des zones affectées par les conflits armés, dont l'encadrement de la jeunesse à travers le football et d'autres activités. C'est ainsi que le parc a mis en place un programme pour apporter une solution à ces défis. Ce programme a trois objectifs, dont la conservation des ressources naturelles, la réduction de la pauvreté et de la promotion à la paix. Les objectifs sont indépendants et d'égale importance car le succès de l'un est déterminant pour le succès des autres. Alors, comme vous pouvez le constater, je l'ai expliqué dans, dans l'exposé, le parc national de Virunga vit dans une zone victime depuis plusieurs décennies des conflits armés. Les populations sont tous stressées, sont tous traumatisées par des guerres, la pauvreté et les populations ne cessent de fuir leur zone où elles peuvent faire quelques activités pour la survie de leurs enfants et de leurs gens. Alors, c'est ainsi que le parc a mis en place un programme, programme qu'on appelle l'Alliance Virunga. Ce programme aide déjà à la réduction de la pauvreté car il donne de prêts à certains entrepreneurs qui créent aussi de l'emploi dans les zones où ils habitent et certaines populations ne s'occupent plus ou ne pensent plus à aller détruire la conservation de la nature. Le parc national de Virunga a essayé de mettre en place un système pour la bonne conservation de ses ressources naturelles. Le parc, il a engagé de jeunes riverains qui jadis s'occupaient de la destruction de ce patrimoine. Mais aujourd'hui, ce sont eux maintenant qui sont en train de protéger ce patrimoine parce qu'ils ont été engagés comme éco-gardes. Certains ont été engagés comme les Women Gorillas qui font le suivi des gorilles.
Et il y a d'autres qui travaillent dans le journalier, dans le journalier pour protéger ou faire l'entretien de la clôture électrique. D'autres travaillent dans les centrales hydroélectriques. Donc, le parc a mis en place un système qui va aider à la communauté riveraine de ce dernier pour qu'il soit vraiment protégé dans la durabilité. Et comme vous pouvez le savoir, le parc ne sera malheureusement pas engager tout le monde. Et le Nord Kivu, tu vois, il y a beaucoup de villages. Le parc ne saura pas prendre tout le monde pour être éco-garde, pour travailler dans n'importe quel service. Surtout ce qui est maintenant de partenaires de la conservation viennent aussi avec d'autres encadrements. Donc, de partenaires avec qui nous travaillons dans l'encadrement de ce jeune. Quand euh, je travaille aussi dans la lutte contre le braconnage, dans les zéro braconnage, de la stratégie zéro braconnage dans les paysages de Virunga. Euh, je pense parce que le temps avance et que Emmanuel a un problème de la connexion. Hein. Nous pouvons et peut ajouter quelque chose pour conclure. En fait, ce qu'il disait, c'est que il y a des efforts, bien que, vous savez, le paysage Virunga est voué à l'insécurité et que ce thème intéresserait beaucoup d'acteurs parce que il y a des cas vraiment observés de la conservation, de l'inefficacité de la conservation parce que euh, les parcs n'arrivent pas à surveiller euh, la dimension totale du parc. Les autorités du parc n'arrivent pas à surveiller les parcs parce que l'insécurité est grandissante. Et il a bien parlé que ce qu'on peut dire comme grande stratégie qu'on peut faire, c'est la surveillance aérienne. C'est que le parc de Virunga possède quand même une bonne technologie pour arriver à faire des alertes dans le cadre de la surveillance aérienne, des avions et puis des drones. C'est une première stratégie. Une seconde, c'est aussi travailler avec les communautés locales, c'est-à-dire avoir des preuves focaux qui peuvent alerter les informations. Et une autre stratégie, c'est de faire les plaidoyers au niveau national et international pour que la sécurité revienne d'une manière intégrale dans les parcs. Parce que au fur et à mesure que le parc devient le foyer des groupes armés, les gestionnaires du parc ont la difficulté de surveiller les parcs. Et là, c'est un frein pour toutes les activités de développement qui peuvent être générées. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de courant. Les parcs offrent le courant à la population, mais parce qu'il y a affrontement, aujourd'hui, on n'a pas le courant parce qu'il y a des bombes qui ont touché les installations. Donc, c'est vraiment un thème d'actualité que Emmanuel vient de nous présenter. Nous, nous sommes en train de plaider pour que la technologie puisse avancer. Donc, la surveillance à distance du parc, et les alertes et la documentation de tous les effets parce que pendant la période post-conflit, on pourra mettre à la justice les victimes parce que cette année, même le mois passé, nous avons constaté un buffle tué dans le nord du parc. Il y a un éléphant qui a été tué au centre du parc. Fort malheureusement aussi dans le sud Kivu, il y a eu des hippopotames, deux hippopotames la semaine passée qui ont été tués dans la plaine de la Ruzizi. Donc, à bref, dans la conservation, il est difficile de surveiller l'air protégé à 100% à totalité. Et c'est ça la difficulté qu'a le parc. C'est pour cela que, avec cette présentation, nous voudrions qu'ensemble avec les acteurs, ils puissent prendre et définir quelle stratégie prendre. Mais nous disons toujours avec la société civile, c'est pendant la guerre où on doit documenter tous les effets, tous les dégâts, toute la criminalité phonique. On peut essayer de les documenter parce qu'il y a certains coins où on n'est pas alerté qu'il y a eu des groupes armés qui ont tué un éléphant ou bien qui ont fait des dégâts. Mais si on a des informations documentées et en connaissant les coupables, après la guerre, il aurait fallu que la justice puisse s'impliquer dans ces effets. Voilà, bref, ce que je voulais ajouter parce qu'il était en train de dire, Monsieur Keïta, il était en train de parler
des efforts qu'il faut avec les jeunes. Les jeunes sont impliqués dans la conservation pour être des ambassadeurs de la conservation. Avec les clubs qu'on organise, avec des émissions radio qu'on fait, c'est pour seulement demander aux gens de protéger et de conserver la nature, même si on est à guerre. Et ces alertes doivent être vraiment coordonnées, doivent être coordonnées dans une structure du parc ou de la société civile pour appuyer la conservation pendant la période de la guerre. Donc, les dégâts sont énormes, à part la criminalité faunique liée aux animaux. Nous avons aussi la déforestation exagérée. Donc, les groupes armés coupent le bois pour la braise, pour le bois de chauffe et pour la carbonisation. Ils font les commerces en utilisant le bois du parc et c'est interdit. Et les animaux du parc sont consommés par des groupes armés et c'est une perte. Et toutes les activités touristiques sont arrêtées. Et voilà autant de conséquences que nous observons. Et ici, chez nous, au parc aussi, il y a un autre effet qu'on a observé, c'est l'installation des déplacés de guerre. Les déplacés de guerre, on les a installés tout juste au pied du parc. Et ils se nourrissent, ils n'ont pas, les humanitaires ne donnent pas les sources d'énergie. Nous avons toujours plaidé au niveau de l'OCHA, du PNID et des organisations humanitaires. Pourquoi ils amènent à manger aux déplacés de guerre, mais ils ne donnent pas les sources d'énergie. Ils vont nous amener les riz, les haricots aux déplacés de guerre qui sont installés dans les parcs et au pied du parc. Et ça donnait les techniques de cuisson de la nourriture qu'ils leur donnent. Ça, c'est un autre problème. La source d'énergie des déplacés devient le bois de chauffe qui est autour du parc. Et ça devient une forte déforestation que nous dénonçons et que nous observons durant cette période de guerre autour et dans les paysages du parc national de Virunga. Voilà un tas de problèmes qu'il y a autour du parc national de Virunga où pendant la guerre, on observe qu'il y a la difficulté de continuer la surveillance du parc à 100%. Les gorilles ne sont plus suivis parce que, par exemple, les gorilles, ils sont suivis, les monitoring des gorilles se passent journalièrement. Mais les gorilles n'arrivent pas, les parcs n'arrivent pas à suivre les gorilles parce que on a déplacé, on doit protéger les éco-gardes, on doit protéger les équipes du parc et qu'ils soient à l'abri du, 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 du char de bataille. Et voilà ce que j'avais ajouté pour dire que nous sommes dans la période de la guerre et nous sommes à difficulté de protéger les ressources naturelles. Mais ce que nous pouvons faire, c'est changer, c'est prendre des stratégies adéquates pour voir à distance, avec des drones, la surveillance avec télédétection, pour nous permettre de documenter du jour au jour ce qui se passe. Si c'est dans les cas des rebelles, OK, après, on sait que la situation peut s'améliorer, on pourra inventorier tous les dégâts qui ont été commis pendant la rébellion et, et que les auteurs puissent aller à la justice. Parce que dans la stratégie du zéro braconnage, c'est l'application de la loi et la publication des faits. Si on n'arrive pas à dénoncer ce qui se passe, si on n'arrive pas à documenter ce qui se passe, après la guerre, on ne sera pas réparé. Voilà ce que j'avais ajouté. C'est Emmanuel qui est revenu. Emmanuel, Je me suis ok. connecté via mon téléphone. J'ai eu des sérieux problèmes avec la connexion Ok, sur d'accord. mon ordi. Vous pouvez continuer là où vous êtes arrêté. Oui, je disais, c'était par rapport maintenant au développement durable qui a, aux mesures, en fait, mesures prises par les parcs qui a fait de pallier à toute cette problématique. Donc, je disais que le parc a mis en place un programme pour essayer de réduire la pauvreté et de promouvoir aussi la paix dans les parcs et aussi de bien protéger les ressources naturelles. Alors, pour la réduction de la pauvreté, on a dit que le parc a mis en place le programme qu'on appelle Alliance Virunga, qui est un programme qui développe
qui développe l'agriculture et l'entrepreneuriat dans les zones rurales. On essaye d'aider les communautés locales stressées ou traumatisées par la guerre. Et le parc essaie de pallier vraiment à cette problématique. Et jusqu'à présent, ça continue et ça marche bien. Il n'y a pas vraiment de souci sur ce point-là. Je disais aussi, pour la bonne conservation des ressources naturelles, le parc a mis en place de moyens. Le parc a mis en place de moyens humains. Il y a aussi des moyens matériels pour essayer la protection de ce parc. Le parc a engagé plusieurs jeunes sont déjà engagés. Et jadis, ces jeunes étaient à la base de la destruction de ce parc, mais actuellement, ce sont ces jeunes qui sont en train de protéger le parc, qui sont en train de protéger le parc, malgré que ce n'est pas toutes les zones qui sont protégées, comme venait de le dire GDO qui a intervenu. Le parc actuellement, il n'est pas vraiment contrôlé à 100%. Parce que je dirais la partie sud, c'est compliqué, c'est un champ de bataille. Il n'y a personne qui est au courant de tout ce qui se passe là-bas. Donc, on ne connaît pas les temps d'abord de l'habitat. Selon les dernières informations, il y a vraiment la destruction, comme je l'ai même montré dans certaines images que vous avez vues. Vous avez vu, vraiment, c'est vraiment déplorable. Il y a l'habitant de gorilles. Aucune personne n'a l'information sur ces animaux. Là où on peut dire il y a au moins la surveillance, c'est la partie du nord et une autre partie du centre. Alors, la partie sud où il y a la guerre, c'est vraiment compliqué. Et donc, quoi qu'il y a vraiment déjà pour faire le suivi, contrôler, faire la surveillance, c'est compliqué vraiment. On ne sait pas contrôler, on ne sait pas contrôler tout ça. Alors, hormis tout ça, le parc ne sera pas vraiment protégé, ne sera pas engagé toute la jeunesse du Nord Kivu. C'est pourquoi on fait toujours appel à d'autres partenaires qui peuvent déjà mettre la main sur la pâte, d'encadrer les jeunes. Ok, en entendant que M. Luko revienne, je vois il y a Zoua qui a la main levée, Zoua Kangobe. Vous pouvez peut-être prendre la parole. Bonsoir, Bonsoir. vous m'entendez, j'espère. Oui, oui, on vous reçoit très bien. Ok, je vous appelle de N'Djamena au Tchad et je voudrais donner euh, ce volet de ce contexte dans mon pays, le Tchad, dont la zone nord-est qui a fait toujours l'objet de différents conflits armés et qui ont créé un déplacement euh, très afflux des espèces vers la zone ou la zone du parc des Akuma. Pour ceux qui connaissent un peu le Tchad, il y a une grande zone de réserve faunique des Akuma. Et aujourd'hui, j'ai effectué un voyage de recherche dans cette zone il y a un an et j'ai remarqué un nombre très afflu des espèces et qui rend la gestion de ces parcs très difficile. Et comme nous sommes sur ce débat, les techniciens de cette réserve faunique ont décidé de faire déplacer certaines espèces vers une deuxième zone de réserve dans la zone de Guéra, parce qu'il y a deux régions, le Salama et le Guéra. Donc, on a déplacé surtout les buffles qui représentent la grande partie de ces espèces dans ces zones de réserve. Mais la difficulté que j'ai constatée est que toujours, il y a maintenant le risque de menace parce que vous savez que dans la chaîne phonique, les plus forts se font vivre
par les plus faibles. Donc, Oui, ça a créé un déplacement encore de ces espèces qui sont sur le territoire tchadien vers la Centrafrique. Et ces espèces du côté de la Centrafrique se font encore confronter avec cette guerre centrafricaine, donc ce qui démontre réellement cette difficulté de la gestion des aires protégées en situation de guerre, surtout dans le contexte du Tchad, dont la frontière des trois pays, la Centrafrique, le Soudan et le Tchad, où c'est cette zone-là qui normalement abritait beaucoup de différentes espèces. Je peux parler par exemple des milliers d'éléphants aujourd'hui qui difficilement, des fois, ils sont contraints de descendre dans les zones agricoles et ça devient un danger public pour la zone, pour les populations qui exploitent dans le domaine agricole. Donc, le gouvernement a toujours décidé de créer certaines zones, mais je voudrais poser cette question dans la plateforme pour savoir, parce qu'actuellement, nous avons la zone de Senaoura, qui est une réserve faunique. On a la zone de Zassou, qui est une réserve faunique. Pour ceux qui connaissent un peu le Tchad, mais comment faire transiter ces espèces-là, surtout le Tchad a ce privilège d'avoir des espèces un peu plus rares quelquefois, mais ce problème de guerre-là, des espèces qui devraient vivre dans les zones montagneuses se trouvent confrontées parce que le nord du Tchad, jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui suivent un peu l'information sur le Tchad, ces espèces sont confrontées à ces problèmes de guerre-là qui quittent la montagne vers la forêt et la gestion de ces animaux devient vraiment difficile. Donc, dans la plateforme, s'il y a des techniciens ou soit il y a des personnes qui peuvent m'accompagner en tant que aussi participant de la zone, parce que je travaille beaucoup plus dans la réserve faunique et flore, mais comment le faire pour que nous puissions aujourd'hui déplacer certaines espèces peut-être qui pourraient vivre dans la zone, dans les différentes réserves qui sont créées aujourd'hui. Par exemple, la réserve de Senaoura qu'on a créée en 2011, on a moins de 100 éléphants là-bas, alors que dans d'autres zones, il y a des milliers qui deviennent un danger public. Donc, essayez de me donner un peu de me situer ou m'accompagner dans cette possibilité de donner aussi des avis très, très importants à mon gouvernement de pouvoir déplacer ces animaux. Merci si vous m'avez entendu. Ok, merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Je vais redonner la parole à monsieur Gédéon. S'il peut juste nous aider à terminer cette présentation, il peut lire l'écran, sur l'écran, les différents diapositives qui vont circuler, il peut les lire. Et puis, s'il veut argumenter davantage après avoir lu, puisqu'il s'y connaît, il est aussi le bienvenu. Mais si seulement il peut garder cela assez court, la suite de la présentation, garder cela assez court parce que là, on n'a plus assez de temps. Il faut qu'on passe aux questions et réponses. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Gédéon. S'il vous plaît, gardez ça concis et assez court. On va faire circuler le PowerPoint pour que vous puissiez terminer la présentation. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Peut-être pour ne pas euh, euh, perdre l'idée par rapport à la préoccupation de l'ami Tchad. Je vais commencer par là, c'est que les mêmes phénomènes exactement s'observent aussi au Congo, donc chez nous en RDC. C'est que pendant la guerre, il y a ce problème, les animaux, surtout les éléphants, les bifs de grands animaux, ne supportent pas les coups des canons, les bruits de l'extérieur. Il y a toujours ce déplacement massif des animaux vers une autre euh, zone de sécurité. Et nous, on a observé exactement les éléphants qui vont en Ouganda, au Rwanda, il y a des places. Mais
Parce que les animaux aussi sont intelligents. Pendant la période de la paix, les animaux reviennent. Donc, c'est ce que les animaux qui se déplacent d'une manière euh, par rapport à la sécurité dans votre zone, ils reviendront quand il y aura la paix. Ça, c'est d'abord la première observation. La seconde observation, c'est ça, l'alerte que je disais, transfrontalier. Il faut cette collaboration entre le Tchad et la Centrafrique et le Soudan, qui est là-bas dans les domaines de la conservation, qui a ces alertes de formation, que le Tchad puisse informer les pays voisins. Voilà, nous avons constaté qu'il y a les troupeaux de buffles ou des éléphants qui sont déplacés des frontières, de notre frontière vers chez vous. Ici, nous avons cette collaboration avec GBTC, qui est une structure qui gère ces informations transfrontalières entre les parcs nationaux de la RDC, du Rwanda hein, et les informations passent bien. Et si c'est vrai que les animaux sont de notre pays, il y a toujours moyen de les surveiller et de voir ce qui se passe parce que ceux qui ne rentrent pas, s'il y a le tourisme, il y a toujours partage des intérêts. Et aussi, travailler avec l'Interpol et, et aussi renforcer les services de frontières. Maintenant, s'il y a maintenant trafic des animaux, que de l'autre côté du Tchad ou de la Centrafrique, s'il y a ce trafic, il y a cette collaboration pour voir s'il y a les ivoires ou le trafic des ivoires, qu'il y a cette information qui se passe. Voilà la traçabilité. On a retrouvé, on a attrapé de l'autre côté, on remet les braconniers de l'autre côté pour les sanctions. Ça, c'est ce que j'avais ajouté chez l'ami. Donc, il faut essayer de renforcer la collaboration interrégionale pour les alertes de formation par rapport à ces années. Maintenant, si je revenais de la présentation, c'est que M. Keita parlait des activités de développement exactement. La conservation communautaire, parce qu'en RDC, nous tenons fort à cette conservation communautaire et le développement des activités génératrices de revenus dans les communautés, parce que toutes les menaces viennent toujours des communautés. Si les communautés n'ont pas d'intérêt dans la communauté, ils ne peuvent pas même vous alerter. C'est pour cela que le, le, le parc national de Virunga a initié plusieurs activités. Bon, j'ai parlé de l'électricité rurale, il a parlé de que le parc fait dans la communauté pour que les communautés, les paysages puissent retrouver leurs intérêts dans la conservation. Et ça va appuyer le système d'alerte. C'est là que vous allez voir les éco-gardes qui sont dans les parcs et ils se mettent toujours dans l'effort de l'application de la loi. DPC, exactement, il y a plusieurs lois, notamment dans la structure, où on a listé tous les animaux qui sont totalement protégés. Même ici, l'animal se retrouve dans les paysages, en dehors des paysages du parc, il est sur cette liste de conservation. Les conservateurs du parc, les conservateurs du parc ont l'obligation de, de, de suivre les fractions, même en dehors du parc national. C'est pour cela que les éco-gardes ont ce rôle de faire le suivi de l'application de la loi. Vous voyez les photos liées au monitoring, vous voyez ici, il y a les photos. Ça, c'est la photo rouge avec monsieur, c'est la centrale hydroélectrique qui alimente actuellement la ville de Goma avec un objectif d'alimenter et produire plus de 100 mégas autour du paysage. Donc, ce sont des activités comme ça qui appuient la conservation, qui permettent que les communautés aient l'intérêt. Parce que aussi, si on attend le tourisme a toujours tendance de ne pas venir dans les zones à conflit parce qu'ils savent que peut-être ils ne sont pas sécurisés. C'est pour cela que si le parc ne, utilise autre stratégie de développement des communautés, ils peuvent générer aussi l'argent à travers les activités de développement autour du paysage. Bref, c'est ce que nous disions, que les photos que vous voyez ici, ce sont des photos qui ont été, par exemple, les têtes des éléphants. On a observé à un moment donné qui s'est déplacé de l'Ouganda, de la RDC vers l'Ouganda, mais quand il y a eu la paix, on a vu les têtes des éléphants, des éléphants qui reviennent quand il y avait eu la paix. Donc, le braconnage, vraiment,
c'est une activité qui qui devient un défi dans la conservation. Parce que chez nous, les éléphants, comme je disais, les hippopotames sont visés, les animaux tels que je parlais de ces perroquets, il y a aussi les pangolins avec les écailles qui sont visés et ça devient un grand défi dans la conservation. Et aussi les groupes armés qui profitent de cette léthargie, bon, de se mettre dans ce business illicite à tuer l'animal. Donc, en fait, à bref, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Nous devons augmenter la surveillance des parcs. Là, puis, quand le parc était bien, il n'a pas parlé de la culture électrique. Ça serait aussi une bonne stratégie, comme le monsieur disait, que les animaux, monsieur Dichad, les animaux du parc quittent les parcs pour envahir les cultures des populations. Ici, au parc de Virunga, ils ont déjà mis des systèmes de clôture électrique autour du parc. Les systèmes électriques protègent vraiment les communautés riveraines parce que on met les fils avec une faible intensité du courant. Quand l'animal veut quitter le parc pour aller vers la chefferie, il est électrocuté et il rentre dans le parc. Et c'est vraiment des bons résultats qu'on observe dans ces parcs où on a installé plusieurs, dans les milieux, dans les zones agricoles autour du parc, on a mis des clôtures électriques. C'est encore un grand résultat qu'on a au parc de Virunga par rapport à la protection des cultures des populations riveraines autour du parc. Voilà, bref, ce que je peux dire, conclure de cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon. Vraiment, vous avez apporté, comment on appelle ça, beaucoup d'éclaircissements encore. C'est vraiment très, très intéressant. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions de la part de l'audience. Je crois qu'il y a aussi Monsieur Emmanuel Louko qui a pu se joindre à nous. S'il peut répondre, comme c'est sa présentation, évidemment, il ne peut qu'être le bienvenu. Mais on espère que Monsieur Gédéon aussi est là et disponible pour recevoir les questions et pouvoir répondre aux questions. Donc, ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut vraiment parler de sensibilisation des groupes armés? J'ai envie de savoir, est-ce que c'est pas quand même une mission impossible, en fait, de penser qu'on puisse sensibiliser ces groupes armés-là et que ce serait peut-être mieux de se concentrer, de se focaliser plus sur peut-être d'autres stratégies qui auraient plus de chances de réussir. Oui, oui, on a bien suivi la question. Est-il possible de sensibiliser les groupes armés qu'ils protègent l'environnement? Bon, donc il y a deux choses, hein. Ça dépend du contexte, hein. Donc il y a vraiment le, le rebelle ou les groupes armés qui savent que non, tuer les animaux, c'est protéger dans une aire protégée est une infraction punissable, comme ils savent que non, mettre les enfants dans les groupes armés est punissable. Il y a ceux qui sont pour la conservation, en fait. Et maintenant, il y a ceux qui vivent de la forêt du parc qui n'ont pas d'appui, ils sont des criminels qui font leur business toujours dans les parcs. Vous avez toujours difficile de les sensibiliser parce que les atteindre, c'est difficile. Mais ce que le parc ici de Virunga fait, il organise des émissions radio parce qu'on sait que là où ils sont, ils suivent. C'est là que je disais, la stratégie qu'on peut prendre, c'est seulement continuer à sensibiliser à distance parce que il est difficile de les approcher et de les sensibiliser. Donc, on peut le faire à travers des médias pour qu'ils sachent que non, euh, on connaît les crimes qu'ils sont en train de commettre et que les responsables des groupes armés sera sanctionné par la loi parce que on sait que beaucoup de criminels rebelles sont toujours mis à justice. Si on les met à justice parce qu'ils ont fait des crimes de guerre, il faudrait que les acteurs de l'environnement puissent aussi présenter des plaintes contre les messieurs là. Donc, s'il est dans la forêt, il connaît que c'est une sanction. Je sais qu'il y aura la police. Il y a aussi les obédiences. Il y a ceux qui sont à caractère musulman, par exemple. Et là où ils sont,
Ils ne tuent pas les animaux, ils ne mangent pas des animaux tués comme ça, ou bien des animaux qui ne sont pas bien tués par rapport à la loi et de leur église. Là où ils sont, ils protègent. Donc, c'est une question un peu difficile, hein, arriver à les sensibiliser. Mais il faut d'abord faire le profil de ces groupes armés. Est-ce qu'ils sont coopérants? Est-ce qu'ils peuvent protéger? Moi, je sais que, il y a plusieurs contextes où, quand on faisait le terrain, dans une zone insécure, quelquefois, bon, s'ils sont rois là-bas, il faut coopérer. Il faut coopérer avec eux. Si c'est une zone non protégée par le gouvernement, quelquefois, ils facilitent aussi. Parce que là où ils sont rois, dans la forêt ou bien dans une localité où ils ont déjà pris peut-être pendant une année, 2 ans, il faut ce qu'ils peuvent faire, mais quelquefois, ils peuvent écouter aussi, ils peuvent sensibiliser qu'ils doivent protéger. Mais je ne sais pas ce qui se passe chez nous ici. Ce sont des groupes armés qui vivent de braises, ils coupent les bois pour aussi faire la guerre. Donc, c'est un grand business, par exemple, pour la fabrication de charbon de bois, parce qu'ils sont dans la forêt, ils savent que non. Un sac de braise coûte 35 dollars, 40 dollars à ville de Goma. Dès qu'il fait la carbonisation de 100 sacs, 1000 sacs, il se tape de l'argent. Donc, ça devient un business qu'ils organisent. Et comme ils ont l'arme, il est difficile de les sensibiliser. Voilà ce que je peux dire à votre question. Je vois une question de Monsieur Juvenel Kambale. Euh, il dit juste savoir si l'option de fil électrique serait préconisée dans des zones à haute concentration des espèces ou sur toute l'étendue du parc. Donc, Oui, vous avez... exactement. En fait, Mhm. la, 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 la stratégie clôture électrique, on ne les met pas sur toute l'étendue du parc. Par exemple, notre parc, il y a les zones, je disais, c'était les zones liées à l'agriculture. Vraiment, par exemple, ce qu'on a mis à côté ici, de presque 30 à 15 kilomètres, une clôture de 15 kilomètres. Et à côté du parc, il y a les maïs, il y a les pommes de terre. À côté, vraiment, c'est la ceinture là, de la clôture qui sépare. C'est-à-dire, on met la clôture par rapport aux activités agricoles autour du parc. Ce n'est pas de tous les parcs. Le parc de 800 000 hectares, il est grand. Il y a les montagnes, les pierres, il y a les eaux qui séparent aussi la frontière du parc. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on place la clôture électrique pour renforcer cette relation entre les communautés riveraines, parcs et les parcs. Là, on voit aussi là où il y a une forte concentration, une forte menace des animaux qui quittent vers le parc pour aller dévaster l'agriculture de la communauté riveraine. Voilà ce que je peux dire à M. Kambale. Ok, Monsieur Gédéon, on n'a presque rien compris vers la fin. Le son Je était disais très que, bas. oui, je disais que la clôture, elle est mise sur, pas seulement dans toute l'étendue du parc, mais on met la clôture par rapport au degré de menace, surtout dans les villages qui touchent le parc où il y a les activités agricoles. Et c'est là qu'on place les clôtures électriques pour limiter la menace et renforcer la relation conservation communautaire entre la communauté locale et les gestionnaires du parc. Ok. Ok, je vais donner la parole à Monsieur Marc Lotti qui a une question dans le chat box. Je pense qu'il peut intervenir. Avant de lui donner la parole, j'aimerais savoir, est-ce que vous préférez ne pas mettre ces fils électriques là tout autour du parc, tout simplement parce que ce serait grand, ce serait beaucoup de travail et ce serait coûteux, ou bien c'est dû au fait que cela pourrait porter préjudice aux espèces qui vivent dans le parc, aux animaux. Oui, exactement. C'est d'abord plus coûteux, comme tu l'as dit, mais ce n'est pas toute l'étendue du parc qui a des problèmes de dévastation de culture. Et le parc a plusieurs limites où on sait que, bon, ici il y a de l'eau, ici il y a la montagne, où on sait que quand même le parc
les limites du parc ne posent pas de problème avec les communautés. Donc, on place les clôtures par rapport aux obédiences des communautés, parce qu'il y a aussi les communautés où, bon, la zone tampon, elle est grande, où les animaux peuvent venir dans la zone tampon et rentrer, mais on sait qu'aussi, il y a vraiment là où vraiment la zone tampon touche les parcs. Et vous arrivez, là où on a mis la clôture électrique, c'est vraiment à la fin du parc. Et là, à côté de la clôture, il y a les maïs, il y a les champs. Et vous savez que c'est là qu'on choisit, on dit, non, non, ça c'est un problème entre les parcs et les communautés. Et pour résoudre ces problèmes, mettons une clôture électrique, on met des mirailles, on met des haies à piment. Il y a plusieurs stratégies qu'on fait. Par exemple, avec les ruches des abeilles pour chasser les éléphants, ou sensibiliser les communautés aussi, de placer par exemple, parce que les champs, par exemple, qui est beaucoup visité par les éléphants, on demande aux agriculteurs de placer des ruches, des abeilles dans leurs champs parce que dans un champ où il y a une ruche, l'éléphant ne peut pas arriver. Il y a plusieurs techniques, aussi des techniques de refoulement qu'on peut apprendre aux communautés agricultrices qui travaillent dans les paysages ou à côté des parcs nationaux. Wow. OK, vraiment très, très, très intéressant. Ça, c'est une bonne connaissance qu'on vient d'acquérir. Avant de donner la parole à Monsieur Ogadanga, qui a la main levée, je vais lire la question de Monsieur Marc Lotti, qui se trouve dans le chat box. Il vous dit que je vous remercie pour vos commentaires très utiles. Pourriez-vous nous faire part de quelques commentaires sur l'impact de l'exploitation minière artisanale et de l'extraction minérale industrielle? Oh, oui, oui, c'est que ça dépend de chaque aire protégée. En fait, quand l'aire protégée est totalement protégée, c'est de la catégorie de la protection intégrale. C'est que la loi interdit l'exploitation des mines et minéraux dans une aire protégée d'abord. Si ça dépend, hein, donc chaque aire protégée est classifiée selon les six catégories de l'UICN. Et que si vous savez votre aire protégée, il n'y a pas Rapprochez-vous des un peu activités du à l'intérieur de micro, la zone. monsieur. Oui, allô, vous m'écoutez? Non, c'est trop bas. Rapprochez-vous du micro. Soyez très, très près du Oui, ok, micro. je disais que ça dépend de la catégorie de chaque parc. Chaque parc a sa catégorie de conservation. Plusieurs parcs nationaux en RDC, ils se trouvent dans la catégorie où il est interdit d'exploiter l'or, les minéraux, dans le pétrole, dans un parc, surtout patrimoine, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, de l'obédience du parc national des Virunga. Ces activités ne sont pas compatibles avec la conservation parce que le risque est élevé. Maintenant, il faudrait, dans ce sens, voir la catégorie de votre aire protégée s'il se trouve dans les six catégories des parcs nationaux selon l'ICN, catégorie 1, 2, 3, 6, qui détermine le mode de gestion de ces parcs, des parcs nationaux et réserves. Donc, pour les parcs nationaux qui sont à protection intégrale, dans la zone de protection intégrale, on ne peut pas extraire les minéraux là-dedans. Parce que plusieurs lois disent que non, on ne peut pas y extraire des minéraux. Et c'est pour cela qu'à l'exemple du parc national de Virunga, il y a eu une tentative de l'exploitation du pétrole là-dedans et les organisations de la société civile, au niveau international et local, ils ont dit non au gouvernement de ne pas permettre que le pétrole soit extrait dans les parcs nationaux parce que les lois nationales et les accords internationaux qu'on a signés ne permettent pas qu'on puisse exploiter les minéraux dans un parc national. Mais il y a des réserves, par exemple, des catégories, je crois, 2 ou 3, où, bon, on fait ce qu'on appelle les zonages, et puis on sait que non, voilà, là, on peut faire des activités de subsistance des communautés, notamment l'extraction minière et autres, la pêche durable dans les parcs. Voilà ce que je peux dire à ce point, mais c'est que est important, c'est que chaque pays a ses lois. Il faudrait bien lire bien lire ce qui est dans les lois de conservation de chaque pays. Aussi voir les catégories de classification
chaque réserve ou parc par rapport aux catégories de l'ICN. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gédéon. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Ogadanga et ensuite je vais donner la parole à Monsieur David. Monsieur Ogadanga, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci, docteur Otomo. Merci, monsieur Gédéon, pour cette présentation très, très, très instructive. Vous avez presque donné la réponse à ma question et j'aurais peut-être besoin de précision. En fait, au Gabon, les populations expérimentent l'attaque des plantations vivrières par les éléphants. Et le département de Eaux et Forêts a effectivement initié la mise en place de barrières électriques. Il est complètement interdit de tuer les éléphants au Gabon. Et le problème qui se pose, c'est que bon, on ne peut pas avoir des barrières pour toutes les plantations, pour tous les départements, pour toutes les zones. Et certains ont commencé à se pencher sur la question. Certains ont émis, par exemple, l'hypothèse que la culture de l'Iboga avait un effet répulsif des éléphants. Et justement, ma question, c'était de savoir quelles sont les solutions alternatives à, à la pose des barrières électriques, qui est en fait une solution qui n'est pas accessible aux paysans, mais qui est plutôt du ressort de l'État. Là, vous avez parlé des abeilles, vous avez parlé du piment. Donc, je voudrais savoir, est-ce que ces méthodes-là ont été effectivement testées? Est-ce qu'il y a des documents qui attestent leur efficacité? Et s'il y a d'autres méthodes, des plantes ou des pratiques agricoles ou même des pratiques particulières qui peuvent aider les populations locales à lutter contre cette évasion des éléphants? Merci. Oui, merci beaucoup, hein. Et en fait, exactement, peut-être on pourra vous partager une de nos documentations. Et ce que je disais, c'est ça, c'est que si on ne met pas la clôture électrique qui est coûteuse, et il faudrait exactement aller vers certaines techniques de, comme tu as parlé des plantes, qui peuvent refouler les éléphants ou autres animaux. Mais à part ça, hein, c'est voir, on fait aussi une étude du terrain, du champ ou du milieu pour voir quel est les mets. Parce que l'éléphant, s'il sait que non, bon, il veut chercher les maïs, d'office, il faut sensibiliser les communautés qui disent non, non, ces éléphants, ils mangent trop les maïs. Et que donc, voilà, pour ton champ, et voilà la culture qui peut être adaptée à côté du parc parce que le maïs et peut-être les maniocs sont les repas préférés des animaux du parc. Il y a aussi certaines choses qu'on sensibilise, on arrive à sensibiliser les agriculteurs qui vivent autour du parc d'utiliser les cultures qui n'attirent pas assez des animaux, à part ces petites techniques que nous pouvons dire que ça a réussi. Exactement, il y a certaines expérimentations que nous avons déjà observées et réalisées, les chercheurs ils ont déjà réalisé autour du parc national de Virunga en RDC et que nous pourrions vous partager la documentation. Monsieur David, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Laetitia. Merci également pour les présentateurs, Emmanuel et surtout Gédéon qui a intervenu un moment quand Emmanuel avait des soucis de connexion. Je suis très content d'avoir participé à ces débats et je voudrais rester vraiment dans le cœur du débat où on parle de l'anti-braconnage, de gestion des ressources naturelles et des conflits armés. J'ai eu la chance de travailler avec Emmanuel pendant 3 ans. Gédéon, je n'ai pas bonne souvenance de son visage. Peut-être qu'on s'est croisés au parc. Et je suis parmi ceux-là qui mettaient en œuvre certaines activités dans le programme Alliance Virunga. J'ai chapeauté le projet maraîcher dans la partie sud où il y a des conflits maintenant. Dans le temps, les choses ont essayé d'évoluer un peu, mais ma question reste de savoir,
parce qu'à un moment, Emmanuel a dit que il a répondu même à cette question-là. Gédéon aussi l'a appuyé pour dire que deux fois, voilà, sensibilise les groupes armés, les braconniers et tout. Mais la tendance est que même quand on sensibilise toutes ces parties-là, au lieu que la situation, voilà, hum, se stabilise, au lieu que ces menaces décroissent, ils continuent plutôt à croître. Ici, pour moi, l'occasion de savoir comment est-ce qu'ils s'y prennent pour sensibiliser, par exemple, les peuples autochtones qui sont dans les secteurs mykénos, spécialement. Parce que pour eux, et en fonction de la loi internationale finalement qui est sortie et qui donne le droit aux peuples autochtones voilà, d'exploiter certaines ressources au sein des aires protégées, euh, et par rapport à leurs habitudes voilà, alimentaires, parce que eux, normalement, ils vivent de la chasse seulement, ils considèrent les aires protégées comme leurs ressources. Comment est-ce qu'ils font pour amener ces peuples autochtones-là à intégrer le fait que voilà, on doit préserver les ressources naturelles qui sont là et ne pas braconner toute la faune et toute la diversité qu'il y a au sein du parc national de Virunga. Merci. Oui, oui, merci beaucoup, hein. Bon, peut-être je ne me suis pas euh, présenté. Je suis Gédéon Bakereti. Je travaillé longtemps autour du parc chez WWF, les Fonds mondiaux pour la nature, mais j'ai fait presque 12 ans autour du parc dans l'éducation à l'environnement et chef de projet. Mais pour l'instant, je suis membre de l'équipe de Eagle, qu'on appelle les évaluateurs de la liste verte de l'ICN en RDC. Donc, par rapport à votre préoccupation exactement, parmi les communautés les plus, entre parenthèses, difficiles à sensibiliser, ce sont les communautés pygmées, hein, les communautés pygmées. Bien entendu, pour les intégrer dans la conservation, il y a plusieurs stratégies parce que dans les recrutements, il faut toujours les utiliser. Si on veut recruter les éco-gardes et autres, il faut chercher à les utiliser. Mais aussi, il y a des projets, il y a les ONG qui appuient ces peuples autochtones dans les élevages, les petits élevages, des activités d'élevage pour qu'ils aient toujours accès à la protéine. Mais aussi dans la lutte, toujours, hein. Je donne l'exemple pas du Virunga, mais l'exemple du parc national de Maïko. Au Maïko, ils ont quand même fait une grande campagne contre les braconniers, les groupes armés, la récolte des calibres 12. Donc, on sensibilise qu'il y a vraiment un danger. Celui qui détient les calibres 12 doit les remettre à un certain délai. Si on vous attrape, ce sera sanctionné par la loi. Il y a eu des résultats. Donc, je sais que si on a des beaux bailleurs qui peuvent penser à réfléchir d'appuyer le parc de Virunga dans le sens d'appuyer les communautés dans les activités de livelihood pour leur permettre de ne pas penser que la vie, c'est toujours dans les parcs. Ça peut réussir de notre point de vue si on peut arriver à avoir des financements de substitution. Bon, par exemple, on faisait à Maïko, on dit que non, bon, ok, 10 tôles et calibre 12, par exemple. On a les paysans qui a son arme et qui ne sait pas même l'utiliser d'une manière officielle, mais bon, quand on dit que non, non, on donne un moratoire de 6 mois, c'est lui qui amène l'arme, et c'est lui qui amène sa calibre, on a 10 tôles. Il y a beaucoup de projets comme ça qui réussissent et que ce sont ces mêmes braconniers qui utilisent, qui sensibilisent les autres. Voilà, bon, peut-être on pourra discuter en aparté, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut, l'intervention des bailleurs, de beaucoup de projets qu'on peut essayer à mettre à place, pour essayer toujours de travailler dans la lutte contre le braconnage. D'abord lire une demande de Monsieur Gadanga avant de lire la question. Il dit, prière de partager cette documentation sur les luttes alternatives contre les éléphants, exemple l'apiculture, les plantes répulsives, s'il vous
Il y a une question de Monsieur Juvenal qui dit, ma question est de savoir pourquoi presque tous les patrimoines de l'UNESCO de la RDC sont devenus réserves de groupes armés qui tuent la population et après se rétractent dans les AP. Quelle sorte de gestion est faite par l'UNESCO? Car la population riveraine est devenue la proie des rebelles. Ok, je crois que c'est notre dernière question pour la soirée. Exactement, exactement. Les parcs, c'est une forêt. Ce n'est pas même le patrimoine de l'UNESCO seul. Donc, les parcs, c'est une forêt. Les groupes armés veulent toujours se réfugier dans la forêt pour attaquer la ville. Donc, même dans la chefferie, même dans un autre parc qui n'est pas sur la liste des patrimoines mondial de l'UNESCO, on retrouve toujours comme ça le groupe des personnes qui font des activités illégales. Donc, sachez que bien que ce n'est pas vraiment cette connotation pour dire que parce que c'est l'UNESCO, il faut qu'il y ait quand même des... Non, non. Aussi, ça dépend aussi de la manière de gouvernance de chaque pays. Nous savons le contexte de la RDC, c'est terrible actuellement. Et nous prions pour que cette situation puisse passer parce que On nous ne vous sommes entend plus? dans un état, nous sommes, oui, oui, nous sommes dans une phase électorale. Il y aura toujours les députés qui vont toujours dipper encore les communautés. Je voulais le dire peut-être à la fin pour dire que encore, nous, les gens qui sont dans la conservation, nous avons beaucoup, beaucoup de défis. Il y a les gens qui vont dire aux communautés, non, votez-moi, j'irai dire dans l'Assemblée que non, on vous donne 1 kilomètre au parc. Donc, tout ça, toutes les campagnes électorales et la politique de chaque pays cette politique doit appuyer les équipes de conservation. Et que dès qu'il y a toujours cette tendance politicienne qui va intervenir dans les domaines de conservation d'une manière propagandiste, il y a toujours les défis. Et puis les gens, les conservateurs, les éco ont toujours la difficulté de jouer leur rôle tel qui a été dit. Donc, je voulais dire que ça dépend d'un contexte à un autre. Ce n'est pas à dire que parce que c'est un parc national UNESCO qui est toujours des groupes armés. Et les contextes, ça dépend d'une période à une autre. On va se réveiller demain, il y a la paix, et puis tous ces groupes armés vont reconnaître qu'ils ont fait des défis et la conservation va continuer. L'essentiel, c'est ce que je disais au début, nous devons, nous qui sommes dans la conservation, documenter tout ce qui se passe pendant les conflits. Les documents de ce que l'histoire va passer, la paix va revenir. Et maintenant, on sait que non, ok, la société civile a dit ceci, l'année telle, vous avez tué les gorilles, vous avez tué l'éléphant dans les secteurs où vous étiez rebelle. Et maintenant, vous êtes dans la ville. Vous devez passer à justice. C'est ce que je peux dire en guise peut-être de conclusion.